Alors aujourd'hui, on va décortiquer un texte assez provocateur, on peut le dire. Le but, c'est de comprendre la vision du monde qu'il propose. On va se placer en analyste de manière totalement neutre pour décortiquer la logique interne de ce document sans porter de jugement. Et tout part de cette phrase, c'est vraiment la thèse centrale de tout le texte. C'est le point de départ de son argumentation et ça pose d'emblée un cadre, disons, très particulier pour décrire les rapports sociaux. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec le premier grand concept de cette vision du monde, l'archétype féminin principal que l'auteur appelle Salomé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'auteur, Salomé, ce n'est pas juste une personne. Non, c'est une figure symbolique. Elle représenterait le comportement féminin moderne. En gros, elle incarne une rupture totale avec les valeurs traditionnelles pour privilégier la quête du plaisir immédiat. C'est vraiment un concept clé pour saisir tout le reste. Et juste à côté de Salomé, l'auteur place une autre figure qui lui est liée, la jeune fille. Son rôle, selon le texte, serait de servir de distraction. Une sorte d'écran de fumée pour détourner l'attention des vrais problèmes de société. L'idée, c'est de maintenir une distraction permanente pour empêcher toute prise de conscience. Et là, ça devient particulièrement intéressant parce que le texte décrit une sorte de mutation. On passerait d'une libido qu'il appelle type F, narcissique, qui cherche avant tout la protection, un mur d'enceinte, à une libido type H, dite objectale. Et celle-ci, elle consomme ses partenaires, ce qui mène à ce que le texte appelle un marécage relationnel. Bon, et tout ça, où est-ce que ça se joue? Eh bien, selon l'auteur, ça se passe dans ce qu'il nomme l'arène de la séduction. C'est là que les véritables dynamiques de pouvoir seraient à l'œuvre. Dans cette arène, le but de la séduction, ce n'est pas l'intimité physique, pas du tout. Selon cette source, c'est la confirmation d'un pouvoir psychologique sur l'autre. L'enjeu, ce serait d'obtenir une validation narcissique, et cette validation passerait par la capacité à briser l'autre émotionnellement. Et l'auteur illustre ça avec l'exemple d'une tenue provocante qu'il décode comme un message subliminal. Ce processus en 4 étapes, qui va de « remarque-moi » à « va te faire foutre », est présenté comme une sorte de test permanent. Un test insultant même, où la grande majorité des gens est, par définition, vouée à l'échec. Et cette compétition, cette arène, serait tellement féroce qu'elle montrait les femmes les unes contre les autres. Et pour que le groupe tienne, pour qu'il y ait une forme de réconciliation, il faudrait un bouc émissaire. Cette rivalité interne aurait besoin d'être redirigée vers une cible commune à sacrifier. Alors d'où vient ce changement de société? Le texte pointe un responsable, un catalyseur externe, l'arrivée des médias modernes et en particulier la télévision. Ici, on voit bien la frise historique que propose l'auteur. C'est très clair. Il y a un avant, un passé stable, le patriarcat, basé sur l'intérêt collectif, et puis il y a un point de rupture, les années 60, la télécouleur et son univers à la James Bond, fait de luxe et de consommation. Et ça nous amènerait au présent décadent, le règne de Mammon et de Salomé. Donc, dans cette vision des choses, les médias ne font pas que refléter la culture ambiante. Non, ils seraient bien plus actifs que ça. Ils imposeraient une injonction cathodique de plaire qui pousserait à une quête de validation effrénée au point de jeter par-dessus bord toutes les anciennes règles morales. Maintenant, quelle est la force idéologique qui, selon l'auteur, orchestre tout ça? Le texte est très clair là-dessus, c'est le féminisme. Et pour décrire le féminisme, l'auteur emploie une métaphore pour le moins crue et provocatrice. Il le dépeint comme une mère maquerelle, une entité qui contrôlerait et exploiterait, loin de l'image d'un mouvement libérateur. Et voilà comment le texte détaille le rôle du féminisme. Il ne serait pas l'ami des femmes, mais leur dealer. Il exploiterait leurs penchants pour les hystériser, il les pousserait à trouver un ennemi commun pour calmer leur propre rivalité. Et au final, il envenimerait les relations entre les sexes. Bon, et tout ça, quelles sont les conséquences sur la société? On arrive maintenant à la conclusion de l'auteur sur l'état général des choses. Le lien de cause à effet posé par le texte est direct et sans appel. La libération sexuelle conduirait tout droit à une violence sociale généralisée, une véritable guerre de tous contre tous. Et dans cette guerre, dans ce chaos, il ne resterait plus qu'une seule, unique mesure de la valeur d'une personne. Toutes les autres auraient été balayées. Et ce standard unique et impitoyable, c'est ce que le texte nomme la valeur mondaine, la réussite matérielle, le statut, l'apparence, bref, ce qui se voit. Et cette citation, elle vient boucler la boucle. Si la femme est la gloire de l'homme, alors quand l'homme échoue à atteindre ce standard de valeur mondaine, elle devient une redoutable pourvoyeuse de mépris. Le mépris est dispensé par celle-là même dont l'approbation est recherchée. Et le texte se conclut là-dessus, sur cette question finale, qui est aussi un avertissement. Quand la seule chose qui compte, c'est la valeur mondaine, la réussite visible, quel est le coût du mépris pour une société? C'est une interrogation qui est laissée en suspens sur les effets psychologiques et sociaux d'un monde qui, selon l'auteur, aurait perdu sa boussole morale.